Je suis extrêmement heureuse d'accueillir dans le cadre de ces conversations sous l'arbre Marc-André Sellos, parce que vous êtes extrêmement célèbre et on est très heureux que vous soyez parmi nous. Vous êtes professeur au Muséum d'histoire naturelle, vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes aussi professeur à l'université de Gdansk et en Chine également, à Kunming, c'est ça ? C'est ça. J'espère que j'ai bien prononcé. Et vos recherches portent sur l'écologie et l'évolution des associations à bénéfice mutuel. Je vous expliquerai. Tout ce qui est de l'ordre de la symbiose mycorhizienne et au cœur de vos recherches. Vous êtes président de Biogé, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Institut universitaire de France. Vous éditez 4 revues scientifiques internationales et la revue de vulgarisation Espèces. Vous avez publié plus de 220 articles, donc vous allez les lire à l'issue de notre rencontre, parce qu'ils sont téléchargeables sur le site, votre site muséum. Il y a des centaines de vidéos variées qui sont disponibles sur YouTube. Je pense que je vais juste citer quelques livres et vous inviter à vous installer sous l'arbre. Vous avez publié des ouvrages sur les microbiotes, Jamais seul, en 2017, Les tanins, les goûts et les couleurs du monde, et le sol, l'origine du monde en 2021. Et évidemment, on vous entend sur France Inter avec vos petites histoires naturelles et vous êtes publié chez Actes Sud. Vous avez également publié une BD. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas faire le tour de toutes vos publications, mais encore une fois, nous sommes très heureux. Et je vous signale que vous avez dans la salle un personnage qu'on aime bien à Chaumont, qui s'appelle Éric Lenoir, que vous connaissez peut-être aussi, certainement, manifestement, et qui est l'auteur du traité du jardin punk, un petit et un grand traité. Et le hasard fait qu'il était à Chaumont et que nous avons rejoint nos forces. Voilà, donc je vous passe la parole et vous n'avez pas besoin du micro. Non, non. Est-ce que le son est bon, là? Vous m'entendez bien? Merci de cette introduction. Alors, j'ai pas trop prévu de parler de jardin ou de sol, mais j'ai ajouté à l'insistance de Loïc quelques aspects à un topo que j'avais fait porter sur la mortalité et l'immortalité, comme justement un des points d'unité du vivant. Alors, le vivant, il est mortel. Vous en savez quelque chose? Vous avez peut-être perdu des proches récemment. C'est dur d'échapper à cette loi-là. Je voudrais échapper au Larsen, surtout. Voilà. C'est dur d'échapper à cette loi-là, qui est que le vivant est mortel. Alors nous, on connaît bien notre mort. Hein. C'est le moment où notre organisme va cesser de fonctionner. On a tendance à penser qu'il y a des organismes qui sont immortels en pensant, par exemple, à des bactéries qui se multiplient, qui se divisent, ou des levures qui se divisent. Et on se dit, ah oui, eux sont immortels. En fait, rien n'est moins vrai. Et je vais y passer quelques instants, vous le montrer à propos d'une cellule de bactéries, parce que c'est pas intuitif, mais ça va me permettre de dresser comme conclusion que vraiment, mourir, c'est le propre du vivant. Alors, quand vous avez une cellule bactérienne qui se divise, elle s'allonge, puis elle se coupe en deux. Et je vous ai montré avec mes mains, là, les deux parties initiales de la bactérie qui se sont retrouvées séparées par l'ajout de matériaux entre elles, qui transforment cette bactérie ovoïde en quelque chose de plus allongé. Quand vous tronçonnez, il y a donc une partie ancienne, et ce n'est pas une vision de l'esprit, hein. Quand on marque les composants, on s'aperçoit que les composants ne sont pas si fluides. Il y a une partie ancienne, et puis une partie qui est faite avec ce qui a été ajouté, une partie récente. En fait, une bactérie ressemble à une petite pilule d'antibiotiques, vous savez, où il y a deux valves comme ça. Il y a une partie ancienne et une partie récente. Alors ensuite, j'ai ma partie, maintenant c'est une partie récente, hein. La partie ancienne est là, la partie récente est là, dans une des deux cellules que ça a engendré, vous me suivez? Et ça grandit, on rajoute du matériel encore plus nouveau, ça se redivise. Donc là j'ai une partie très ancienne
et une partie nouvelle. Là, j'ai ma partie qui était nouvelle du cycle précédent avec une partie très nouvelle. Vous y êtes ? Et on s'aperçoit que plus une bactérie contient une partie ancienne sur un des deux côtés de sa cellule, plus elle a des risques d'accident, moins elle survit bien aux maladies. Ah oui, parce que ça veut dire qu'une partie d'elle-même est abîmée. Avec le temps, les composants s'abîment. Donc quand vous héritez d'une partie qui est très ancienne, il y a des composants qui marchent moins bien. Vous y êtes ? Et du coup, on est plus sensible à d'autres adversités. Et donc c'est vrai que le clone de bactéries se multiplie à l'infini, lui, il est peut-être immortel. Mais la bactérie, elle est mortelle. À un moment, elle va mourir d'autant plus qu'elle contient une des deux parties qui est très ancienne. Donc en fait, les bactéries meurent. Elles finissent par mourir. Même si éventuellement le clone continue à proliférer, même si éventuellement il reste des parents qui, eux, sont faits partie de cellules plus jeunes et qui survivent mieux. Donc, vous voyez, même les organismes qui donnent l'impression d'immortalité, en fait, les structures elles-mêmes, et c'est le mot-clé, les structures elles-mêmes finissent par crever. Et ça, c'est important, parce que quelque part, je pense que derrière, il y a une grande loi de sélection. Les organismes qui étaient incapables de faire la part entre l'usager et le neuf étaient moins performants. Parce qu'ils étaient un mélange de choses qui ne fonctionnaient pas bien et de choses qui fonctionnaient bien. Si vous êtes capable de mettre dans un coin, de faire la part de l'usager, de faire la part de l'endommagé, de faire la part de tout ce qui a subi des réactions chimiques qui abîment et qui font que ça marche moins bien, si vous êtes capable de faire cette part, alors vous dégagez certains organismes qui ont une vigueur reproductive plus importante, parce qu'ils ne sont pas abîmés, parce qu'ils fonctionnent mieux. Et donc je pense que dans l'évolution, il y a une forte sélection pour des mécanismes de mort qui sont en fait simplement le fait de stocker dans un coin tout ce qui ne marche pas bien et de faire en sorte que dans une autre partie des individus, ça marche bien. Quand je fais un enfant, moi, je commence à être abîmé par la vie. Je commence à rentrer dès la naissance, en fait, dans un processus de sénescence qui est l'endommagement de mes fonctions. Et il vaut mieux, finalement, ce qui marche mieux, c'est qu'il y ait un descendant qui, lui, est tout neuf, qui, à un moment, fasse des descendants lui-même. Parce que moi, je ne vais pas être à même d'en faire. Donc, je pense qu'il y a eu un grand mécanisme sélectif qui a sélectionné les lignées du vivant où on était capable de mourir, c'est-à-dire de mettre tout ce qui est abîmé dans certains organismes et de laisser d'autres organismes contenant des structures pas abîmées et mieux fonctionnelles se reproduire. En tout cas, le vivant est mortel, et ceux qui prétendent que la vie est belle et que la nature est belle, moi, je vais vous dire d'un point de vue très égoïste, je ne trouve pas, parce que finalement, cette situation ne m'arrange pas du tout. Alors, c'est très personnel comme point de vue, peut-être le partagerez-vous, mais j'ai toujours pensé que les gens qui disaient que la vie est belle étaient victimes du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre vie, et finalement, ils finissent par se dire que c'est beau. La vie, c'est la vie. C'est beau et pas beau, c'est la vie. Mais là, je viens de vous décrire quand même quelque chose qui est assez vicieux, puisque vous voyez que l'unité du vivant, c'est de mourir. Ça, c'est le premier point qui nous a introduit la mort, mais en fait, c'est pas complètement vrai, cette histoire. Parce qu'il y a quand même une part de nous qui est immortelle. Je vous ai dit à l'instant qu'en faisant un enfant plus jeune, qui sera plus à même de se reproduire que moi, je ne le serai dans 20 ans, il y a quand même un truc dans cet enfant que j'ai pu faire, c'est qu'il me ressemble, n'est-ce pas ? Alors, on y reviendra tout à l'heure, nos enfants ne nous ressemblent pas complètement, mais ils nous ressemblent quand même un peu. Moi, on dit de mon fils qu'il me ressemble beaucoup. Le pauvre a hérité des poches sous les yeux, par exemple. Bon. En fait, nos enfants ne sont pas complètement indépendants de nous, ils contiennent nos gènes. Et ces gènes-là, tout au moins ceux que nous leur avons transmis, ils ont franchi la barrière intergénérationnelle. Vous y êtes ? Ils vont rester eux. Et ça, c'est la forme d'immortalité qui se cache sous la mortalité des organismes. C'est la forme d'immortalité de l'information génétique. C'est-à-dire que nous transmettons nos gènes, et par-delà notre mortalité, il y a une perpétuation de l'information génétique. L'information génétique, elle est plutôt immortelle. Elle se transmet de génération en génération, et on assiste à cette chose complètement cruelle, qui est que sur des structures perpétuellement renouvelées, se propagent durablement et beaucoup plus longuement des gènes qui, eux, ne meurent pas avec les organismes qui les portent, mais changent de véhicule quand le véhicule est usé. Et il y a une forme d'immortalité au fond de moi-même, ce sont mes gènes, des gènes d'ailleurs qui sont très vieux.
des gènes qui datent de l'origine de la vie, quoi. Alors, ils se sont transformés, on va y revenir à ça, mais quelque part, moi, je suis porteur de gènes, ils sont très, très, très anciens, enfin, des gènes qu'il y avait déjà dans mes arrière-grands-parents, et qui, eux, ne sont pas morts. C'est la même chose, d'ailleurs, quand une bactérie se divise en deux. Elles héritent chacune d'une copie des gènes de la cellule initiale, et les gènes de la cellule initiale sont projetés dans les deux cellules obtenues. Et même si l'une d'entre elles a plus de chances de mourir que l'autre, parce qu'elle contient une partie de la cellule qui est plus ancienne, comme on disait, de toute façon, ça va bien rester quelque part, cette histoire-là. Vous y êtes? Et donc, les gènes sont immortels, et beaucoup de scientifiques considèrent que, finalement, nous sommes des avatars du gène, c'est-à-dire que nous sommes les formes que prend le gène pour se perpétuer, nous, organismes, mais en réalité, ce qui existe vraiment et qui sort du rythme générationnel, c'est l'information génétique. C'est ce flux permanent d'informations qui permet à chaque génération de refaire des organismes. Ça, c'est ça qui est immortel. Donc en fait, derrière notre mortalité d'individu, se cache une immortalité génétique, qui n'est pas la nôtre, car nous ne sommes que des attributs que prend cette information pour se transmettre. Nous n'avons pas d'existence réelle, nous sommes les clins d'yeux, les battements d'ailes, qui permettent aux papillons de voler, par exemple. Nous sommes, l'information génétique est à nous, ce que le vol du papillon est à un battement d'ailes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on se méprend sur le vivant en pensant que le vivant, c'est ce qu'on voit. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, ça, peut-être vous vous en doutez un petit peu. Et en particulier, ce qui est vivant, c'est cette information transmise de génération en génération. C'est ça qui est vivant, parce que je vais y revenir, c'est ça qui est soumis à une autre grande loi du vivant, qui va être l'évolution. Au passage, ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir que dans l'espèce humaine, et ça va nous aider pour le point suivant, on dit souvent qu'on se reproduit, que les animaux se reproduisent, que les arbres se reproduisent. Et on parle d'ailleurs en biologie de reproduction. Mais enfin, c'est un peu faux, hein, parce que vous avez vu que nos enfants nous ressemblent, mais pas complètement. Bah oui, ils contiennent aussi des gènes venus de notre partenaire. Oui. En fait, lorsque nous produisons des spermatozoïdes ou des ovules, il y a un tri qui bazarde la moitié des gènes. Enfin, nous avons 2 copies de chaque gène, et lorsque nous fabriquons un spermatozoïde ou une ovule, nous bazardons une des 2 copies, aléatoirement. Du coup, chaque spermatozoïde et chaque ovule est unique de ce point de vue-là. De telle sorte que quand le spermatozoïde et l'ovule se réunissent, eh bien, il y a une copie de chaque gène qui arrive de chaque parent, et ça restitue un enfant qui aura 2 copies de chaque gène, comme ses parents. Mais donc, ça veut dire que dans le processus de fabrication des spermatozoïdes et des ovules, déjà, on enlève certaines copies des gènes, et deuxièmement, que dans la descendance, on retrouve on retrouve des copies de nos gènes, oui, mais pas seulement, aussi celles de nos parents. Et là, on voit très bien qu'on ne se reproduit pas. J'en viens à mon point. On ne se reproduit pas. On reproduit nos gènes. Ou en tout cas, dans chacun de nos enfants, on reproduit une partie de nos gènes. Mais on ne se reproduit pas. Reproduire une œuvre, une toile de maître, c'est tenter de la faire à l'identique. Or, nous ne faisons pas des enfants qui nous sont identiques. À cause de ce mécanisme qui est que si on leur transmettait tous nos gènes, alors si on ajoute ça aux gènes de notre partenaire, à ce moment-là, ça leur fait 4 copies de chaque gène, ça ne marche pas, quoi. La quantité de gènes augmente de génération en génération, ça ne marche pas. Donc, on sent bien que rien que dans l'acte de reproduction humain, ce n'est pas une reproduction au sens strict, c'est la reproduction de certains de nos gènes à chaque fois qu'on fait un descendant. Et on sent cet asservissement, finalement, de l'organisme aux gènes. L'organisme ne se reproduit pas. Il reproduit ses gènes. Donc dans l'acte même de reproduction tel que nous, humains, ou nous, plus généralement animaux et plantes, nous procédons, on voit très bien que l'histoire qui est derrière n'est pas l'histoire des organismes. Nous sommes des fœtus, des détails, des apparences, des avatars, des véhicules de l'histoire des gènes. Alors c'est une vision du monde, hein. Elle n'encapsule pas tout le monde, mais c'est-à-dire que vous pouvez me dire non, mais c'est plus compliqué. Oui, mais c'est une des façons de voir les choses et de relativiser notre part et notre importance, et c'est toujours une chose utile. Bon, donc, j'ai dit que le vivant était mortel, mais que finalement il était immortel à cause des gènes, mais en fait, les gènes sont mortels. Alors, moins vite que les individus.
Mais il leur arrive des accidents. Pensez par exemple aux gènes des dinosaures qui se sont pris une météorite sur la tête quelque part à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Quand ces espèces ont été éradiquées, mais ça arrive même quand une grenouille se fait écraser, ces gènes-là, ils ne se reproduisent plus, d'accord ? Donc il arrive aussi que les gènes meurent, et vous allez le voir, là j'ai pris un exemple accidentel, mais ils ne meurent pas que par accident. Il meurt dans le mécanisme même de perpétuation de l'information génétique auquel je vais venir tout de suite. Donc là, je suis en train de récupérer une mortalité dans l'immortalité, celle des gènes, et pour ça, il faut que je vous parle d'évolution. Parce que si les gènes se recopiaient tout le temps, si on reproduisait ces gènes, si chaque bactérie reproduisait tous ces gènes, si nous, parents, nous reproduisions tous nos gènes dans nos enfants, normalement, plus rien ne devrait changer, quoi. Les gènes seraient reproduits et voilà. Ah, voilà, mais en fait, ça, ce serait un monde fixiste, et on sait depuis quelque temps que le monde n'est pas si constant que ça. Il évolue. Par parenthèse, l'idée que le monde évolue, c'est quelque chose qui a vraiment pris forme, pris corps, avec les Lumières en France. C'est à Jean-Baptiste Lamarck qu'on doit d'avoir vraiment formalisé l'idée qu'il y avait une évolution, que les organismes n'étaient pas tout le temps les mêmes, qu'il y avait des changements qui engendraient de nouvelles espèces. Et ça, c'est vraiment le pas important. D'ailleurs, j'ai des collègues du muséum, là, Guillaume Lecointre notamment, qui vont bientôt produire un livre sur les pré-lamarckiens. Parce qu'en fait, Lamarck cristallise des pensées qui ont déjà émergé avant, mais dans le contexte, vraiment, alors c'est très net quand on lit leur ouvrage, de la pensée des Lumières. Hein. C'est un héritage des Lumières, ça. Alors, on le crédite souvent à Darwin parce que, en fait, ce que Darwin a fait, c'est de trouver un mécanisme qui ne marche pas. Ne marche pas du tout. Mais qui est une partie de l'histoire quand même. En fait, Lamarck n'avait pas trop d'idées de ce qui engendrait ces changements. Il avait même, avec le transformiste, suggéré que les organes qui servaient le plus et les fonctions qui le servaient le plus se développaient plus que les autres et que donc elles étaient amplifiées. Enfin, ça ne marchait pas très bien. Darwin trouve un mécanisme qui marche bien, mais qui ne suffit pas du tout. Il trouve la sélection naturelle. Ce qu'il trouve, c'est que parmi tous les organismes qui existent à un moment dans une espèce, ou parmi toutes les espèces qu'il y a dans un milieu, toutes ne font pas également, tous, pour les organismes, ne font pas également des descendants. Ceux qui sont mieux adaptés peuvent en faire plus que les autres. Et du coup, ils contribuent plus à la génération suivante, alors que ceux qui sont moins adaptés contribuent un peu moins. Et de proche en proche, eh bien, il y a des lignées qui s'éteignent, il y a des espèces qui s'éteignent. C'est la sélection naturelle. Les plus adaptés font plus de descendants, les moins adaptés font moins de descendants, donc petit à petit... Alors maintenant, je le lis avec des termes modernes, hein, parce que Darwin ne parle pas de gènes. Mais en fait, les gènes les moins adaptés, ayant de moins en moins de copies dans les générations suivantes, s'éteignent progressivement. Et avec eux, les espèces qui les portent. Et avec eux, les organismes qui les portent, qui s'éteignent plus ou moins rapidement dans la naissance. Plus ou moins rapidement, parce qu'une gazelle qui ne court pas assez vite, l'extinction de l'animal, de sa lignée et de ses gènes est assez brutale. Après, il y a des phénomènes d'adaptation qui sont plus lents. Et où la disparition d'une lignée, d'un gène ou d'un groupe de gènes se fait plus lentement sur quelques générations. Bon. Ça peut être plus ou moins rapide, mais ce que Darwin trouve, c'est qu'il y a un changement parce qu'il y a une sélection. Et ça marche absolument pas. Parce que vous faites marcher la sélection pendant plusieurs centaines de millions d'années, et à la fin, qu'est-ce qu'il vous reste ? Plus de diversité. Vous y êtes ? C'est bien de sélectionner. Mais il faut sélectionner en ayant de la diversité. Si pendant des millions d'années, vous retirez ce qui a des ailes bleues, ce qui a des ailes vertes, ce qui a 3-4 pattes, ce qui a 2 pattes, à la fin, vous n'avez plus de diversité. Vous y êtes ? Et Darwin avait lui-même avoué que le point qu'il n'avait pas à gérer, c'est pourquoi il restait de la diversité. C'est important de dire ça parce qu'on crédite souvent Darwin fortement de l'évolution, mais il ne faut jamais penser qu'il y a de grands hommes. Jamais. Il n'y a que de petites gens qui amènent une pierre à l'édifice. Alors ça peut être une pierre de maçonnerie, ça peut être une pierre de théorie, mais ça a toujours ses limites. Hein. C'est important ça. Il n'y a pas de grands hommes. Et Darwin, quand il a essayé d'expliquer la façon dont se transmettaient les traits des organismes qui étaient adaptés, il a une explication patouilleuse qui est lamarckienne.
Il dit que les choses qui marchent bien envoient plus de messages dans la génération suivante. Ça, c'est comme quand le cou permet d'atteindre les feuilles, il s'allonge, c'est la même chose. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais c'est normal. Ça n'enlève rien à son apport. Ça veut juste dire que, marginalement, il n'y a pas de grands hommes, il n'y a que des gens qui amènent des pierres à des édifices qui les dépassent. Et puis, la deuxième chose, très concrètement par rapport à ce qui nous intéresse, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve notre générateur de diversité. Et ce générateur, il va venir en 2 temps. Alors, je vais prendre le temps qui a été trouvé le plus tard. Là, c'est Hugo de Vries, en 1900, qui cultive des œnothères. Alors, c'est amusant, il cultive des œnothères de Lamarck. Et sur ces plantes, il étudie les différences qu'il y a entre les lignées, il les croise un peu, et il observe que des fois, il y a des variations, des changements qui apparaissent, et qui se propagent à la génération suivante, qui deviennent héréditaires. Par exemple, des changements de couleur, par exemple, des changements de taille des pétales. Et il appelle ça des changements, des modifications, des mutations. Effectivement, il arrive que les gènes, alors on sait maintenant que c'est des altérations de l'ADN, qui s'opèrent, mais bon, il arrive que les gènes changent, et que ce changement se propage aux générations suivantes, c'est la mutation. Et ça fait que donc on a beau reproduire un gène, mais à un moment on reproduit avec accident, il y a des accidents de recopie. Et ces accidents de recopie, ça fait de la nouveauté. Alors une nouveauté qui peut être tératologique, dangereuse, dommageable, ou bénéfique. Ça dépend. Mais ça va être un substrat de sélection, justement. On va pouvoir regarder les mutations qui sont intéressantes dans un milieu et éliminer les autres. Ensuite, le deuxième point, il est en fait, chronologiquement, il intervient avant, mais la communauté scientifique le prendra en compte qu'après, 1900. C'est les travaux de Mendel. En fait, ces travaux-là, ils expliquent, ils formalisent, en tout cas, ils n'expliquent pas tellement, mais ils formalisent ce que je vous ai dit à propos de vos enfants. C'est que quand 2 organismes, alors au moins parmi les plantes et les animaux, c'est pas pareil pour les bactéries, d'accord, qui ne se reproduisent pas du tout pareil, mais pour les plantes et les animaux, on envoie une partie simplement des gènes dans les descendants. Et donc les descendants ne sont pas tout à fait pareils, et donc ils sont une nouveauté, non pas en ce qu'ils contiennent de nouveaux gènes, puisque, sauf rares mutations, ils contiennent les gènes de leurs parents, mais ce qu'ils ont de nouveau, c'est la combinaison de ces gènes. Vous y êtes ? C'est cette fameuse reproduction sexuée, comme on dit, cette reproduction où en fait le descendant n'est pas génétiquement identique à ses parents, il contient des gènes de ses parents, mais pas tous les gènes de chacun de ses parents, et ça fait de la nouveauté par recombinaison. Il n'y a pas de nouveaux gènes, mais il y a une nouvelle combinaison, et c'est une nouveauté quand même. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment, il y a un risque de mutation sur les gènes, qui va faire de la nouveauté. À chaque moment, dans des espèces comme la nôtre, on fait des descendants qui sont différents de leurs parents par l'assortiment, par l'assemblage des gènes. Non pas que leurs gènes soient nouveaux, mais qu'une fois de plus, c'est une nouvelle combinaison. Et donc, à chaque moment, on crée de la diversité. Et donc, c'est le yin et le yang, si vous voulez. On a, ou le cheval blanc et le cheval noir, on a quelque chose qui génère de la diversité tout le temps, la mutation, la recombinaison génétique. Les puristes ajouteront le transfert de gènes chez les bactéries, puisque les bactéries s'échangent des gènes. Donc à tout moment, une bactérie peut se trouver enrichie d'un gène qu'elle a attrapé ailleurs, par exemple un gène de résistance aux antibiotiques. Donc ça aussi, ça fait de nouveaux assemblages. Donc on a la mutation, la reproduction sexuée, puis éventuellement les transferts de gènes chez les microbes, qui fait de la diversité. Puis on a un tri par sélection. Par parenthèse, il n'y a pas que la sélection qui trie, le hasard aussi. Le hasard, il trie pour une raison toute bête, c'est que ma grenouille écrasée tout à l'heure, ou mes dinosaures qui prennent une météore sur la tête, s'ils survivent, ceux qui ont survécu, c'est pas parce qu'ils étaient adaptés à une météore. Jamais il y avait eu de sélection pour survivre à un accident de météore parmi les dinosaures. Vous y êtes ? Ils survivent parce qu'ils ont la chance d'être au bon endroit où ça ne cuit pas trop, ils ont la chance de ne pas être donc, sous la météorite non plus, ils ont la chance d'avoir une niche écologique qui leur permet de survivoter dans les conditions dramatiques d'un environnement dévasté post-chute de météorite. Vous y êtes ? Un peu par hasard, quoi. C'est pas du tout leur sélection qui leur permet de survivre. Donc, des fois, il y a de la diversité qui disparaît, non pas parce qu'elle n'est pas adaptée, mais juste parce qu'il y a accident. Voilà. Par parenthèse, les dinosaures ont survécu, ça vous le savez, c'est les oiseaux. Alors, est-ce que c'est parce que ceux des dinosaures qui pouvaient voler s'en sont mieux tirés ? Je ne suis pas complètement sûr que ce soit l'explication. Et de toute façon,
ils ne volaient pas pour survivre à une arrivée de météorites. Hein. Ils volaient pour d'autres raisons. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai donc 2 tris. J'ai la sélection et puis aussi des fois des tris par hasard, des accidents, voilà. Et là, c'est vraiment l'histoire de la dynamique, en fait, de la biodiversité que je vous raconte. C'est une dynamique qui est changeante, c'est-à-dire qu'à chaque instant, finalement, on va avoir des choses différentes. Bon. Et puis, c'est une dynamique qui est perpétuelle, c'est un mécanisme. La biodiversité, ça peut être vu comme une liste. Hein, à un moment, on dit, ben voilà la liste des espèces qu'il y a en Afrique. Voilà. Mais c'est quand même un mécanisme à la base. C'est un peu comme la liste de courses. Vous avez déjà fait des listes de courses ? Non, vous avez de la chance, mais il y a des moments quand on part au marché à 7h le matin pour être revenu avant le réveil du petit, il y a intérêt à avoir une liste. Alors, la liste, en fait, quand vous partez à 7h du matin faire vos courses, vous allez voir que ce que je vous dis est vraiment une métaphore vraiment fidèle. Quand vous partez à 7h du matin faire le marché à toute vitesse, vous allez oublier des choses. Quand vous revenez, vous avez oublié le beurre et vous n'avez pas pris les poireaux. Bon, donc, cette liste, elle est même souvent pas réalisée exactement à la fin du marché. Et de toute façon, vous allez mettre tout ça dans le frigo, dans les meubles et tout, puis vous allez commencer à manger ça, et très rapidement, cette liste n'existe plus. La liste des courses, c'est une façon de représenter un processus dynamique qui est qu'on en ramène des choses dans la cuisine et on les mange. Et donc, elles en disparaissent. Vous y êtes ? Et c'est ça, la biodiversité. On peut la raconter par une liste, mais c'est avant tout un processus génératif et destructif. Et en ce sens, ce qui se passe aujourd'hui, je fais cette incise parce que, comme on parle de biodiversité et de ces mécanismes qui font la diversité, on parle souvent de crise de la biodiversité, et c'est assez exagéré comme mot. Pourquoi ? Parce qu'il y en a eu d'autres des crises. Alors certes, celle qu'on a en ce moment, elle est assez forte, elle est liée à l'homme. On sait que pour les espèces végétales, elles s'éteignent 500 fois plus vite qu'avant que l'homme ne soit actif sur Terre. Les espèces animales, c'est plutôt 5000 fois plus vite, sont beaucoup plus vulnérables, et que ces taux d'extinction-là sont supérieurs d'un facteur au moins 100 au taux d'extinction qu'il y a eu lors d'épisodes passés, comme l'épisode météoritique. Bon, ok, donc il y a bien quelque chose qui se passe, c'est pas ce que je nie. Mais ce n'est pas une crise de la biodiversité, parce que comme la biodiversité résulte d'un processus générateur, tant qu'il en restera un, il y aura possiblement de la diversité le lendemain. Vous y êtes ? Et je pense que l'homme ne sera jamais capable d'éteindre la biodiversité. Pensez à ces bactéries qui vivent à 5-10 km de profondeur, de vagues réactions entre des minéraux dans les basaltes ou dans les granites profonds, ou dans les granodiorites. Là, je doute qu'on arrive à les éteindre. Hein. Vous y êtes ? Nettoyons toute la surface du globe et la vie ressortira des fins fonds des roches où se trouve une vie peu dense, peu abondante, mal connue, mais complètement indépendante de ce qu'on peut bidouiller en surface. Donc il n'y a pas de crise de la biodiversité, il y a juste une crise des ressources que nous pouvons exploiter et une crise des espèces qui font le monde où nous vivons. Bon. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'en fait la crise actuelle, c'est une crise de l'humanité, de la vivabilité de la Terre. Alors maintenant, j'en reviens à mon évolution. Avec ces mécanismes d'évolution, j'ai en quelque sorte nié sur le long terme l'immortalité des gènes. Ils sont condamnés à varier ou à disparaître. Et donc eux-mêmes, finalement, l'information génétique elle-même, elle n'est pas immortelle. Et ça, c'est une conséquence importante de l'évolution. Il n'y a pas de fixisme, et donc finalement, tout finit par mourir, mais quant aux informations génétiques, c'est souvent à beaucoup plus long terme que les structures qui les portent, que les organismes. Je voudrais aussi, en termes d'unité du vivant, là je vais faire une incise qui est aussi une conséquence de cette notion d'évolution, en termes d'unité du vivant, insister là-dessus, c'est que finalement, nous sommes tous parents, nous vivants. Nous sommes tous parents. Parce que finalement, dans ce processus évolutif, on a de la diversification, mais si on relie le processus à l'envers, on remonte à des ancêtres communs. Par exemple, on a un ancêtre commun avec les grands singes, on a un ancêtre commun avec les poissons, on a un ancêtre commun avec les anémones de mer. Oui. On a un ancêtre commun avec tout, hein. Simplement, éventuellement, il est quelques milliards d'années en arrière. Et figurez-vous que
Et ça nous suit, en termes d'unité du vivant, ça nous suit, parce que le groupe le plus proche des animaux, ce sont les... Si je prends tous les animaux, donc je prends les animaux de mer, les oursins, les oiseaux, les poissons, les vers de terre, les criquets, les sauts, tout ce que... Les oursins, c'est des animaux aussi, même s'ils ont une tête qui ne ressemble pas du tout à un animal, mais bon. C'est d'assez proches parents d'ailleurs, ils sont beaucoup plus proches de nous que les criquets. Ouais. Pourtant, on ressemble plus à des criquets. Je veux dire. Non, le groupe le plus proche de nous, c'est les champignons. Et ça, vous savez, ça nous joue un tour, qui montre une certaine unité en creux. C'est qu'on n'a pas beaucoup de fongicides qui ne soient pas dangereux pour l'homme. Vous avez peut-être suivi les polémiques qu'il y a actuellement sur les SDHI, les inhibiteurs des hydrogénases, qui sont une famille de fongicides dont on nous avait juré grand Dieu qu'ils n'étaient pas dangereux pour l'homme. Bon, en fait, ils sont dangereux pour l'homme. Il n'y a pas beaucoup de fongicides qui ne soient pas dangereux pour l'homme. Et ceux d'entre vous qui ont dû manger des fongicides parce qu'ils avaient des mycoses rebelles sur les pieds ou ailleurs, par voie générale, ils ont eu régulièrement, normalement, si leur médecin a bien fait son travail, des prises de sang avant, des prises de sang pendant, des prises de sang après, pour s'assurer par les transaminases que le foie n'était pas abîmé. Parce qu'on a très peu de fongicides qui ne soient pas dangereux pour l'homme. Bah oui, c'est vrai qu'on ne ressemble pas à des champignons. Vous prenez un bolet ou vous prenez un blanc du rosier, on n'y ressemble pas beaucoup. Mais n'empêche que le fait d'avoir un ancêtre commun, on a gardé des modalités de fonctionnement interne dans des mécanismes chimiques qui sont communes. Et du coup, quand on a des molécules qui ciblent des fonctionnements chimiques internes, il arrive que finalement, nous, humains, ne soyons pas si différents. Ça, c'est d'ailleurs un truc très inquiétant. Ça a des conséquences en santé publique, parce que dans des régions comme les Pays-Bas, où on utilise énormément pour les cultures de fleurs ou les cultures maraîchères de fongicides de la famille des triazoles pour protéger les cultures des aspergillus, qui sont des champignons du sol qui peuvent les attaquer, on se retrouve avec une sélection finalement d'aspergillus résistants aux triazoles. Or, il arrive que les aspergillus fassent fausse route et provoquent des aspergilloses pulmonaires. Alors c'est une fausse route parce qu'ils n'y gagnent pas beaucoup, mais ils se développent dans les poumons. 10% des immunodéprimés ont eu ou auront une aspergillose pulmonaire, et en gros on compte que c'est 500 000 cas dans le monde par an. Eh bien, ces aspergilloses autrefois étaient facilement traitées par des triazoles, qu'on utilisait parce qu'ils ne sont pas toxiques pour l'homme, donc on peut traiter une mycose, un champignon pulmonaire par des triazoles. Aujourd'hui, dans certains coins des Pays-Bas, eh bien, on a 60% de résistance. Pardon, excusez-moi. Autrefois, on traitait par des triazoles, maintenant on a jusqu'à 90% de résistance dans certains coins des Pays-Bas. C'est-à-dire que quand on attrape une aspergillose, elle a appris dans le sol, elle a été sélectionnée dans le sol pour être résistante aux triazoles, et donc on ne peut plus la soigner. Et on n'a pas beaucoup d'autres médications. Ou on en a, mais avec des risques d'abîmer les reins et le foie. Donc il y a une certaine unité du vivant derrière ce mécanisme d'évolution, mais c'est quelque chose de marginal, parce que moi, mon propos avec vous aujourd'hui, c'était surtout de vous parler de cette information génétique et de cette immortalité. Alors je n'ai pas fini de parler d'immortalité. Je vérifie que je vous ai raconté tout ce que je voulais vous raconter, et vous saisissez que finalement, quand on voit le vivant comme un processus évolutif, ça devrait inspirer d'autres moyens de gérer le vivant. Et là, je pense aux agriculteurs et aux médecins, qui souvent gèrent avec des méthodes efficaces à court terme, mais qui sont des victoires à la Pyrrhus. Car vous mettez des antibiotiques, mais si vous les mettez n'importe comment, vous sélectionnez des résistances aux antibiotiques, et demain, vos antibiotiques ne fonctionnent plus. Vous mettez des triazoles, si vous les mettez n'importe comment, si vous n'avez pas une approche évolutive de votre application, le lendemain, vos champignons sont résistants aux triazoles, et vous avez perdu votre outil de lutte. Non, c'est une autre discussion, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des moyens d'appliquer des méthodes de lutte sans sélectionner de résistance. C'est trivial dans le milieu de l'évolution, c'est absolument pas appliqué. Parce qu'en fait, les agriculteurs ne se sentent pas avant tout maîtres de l'évolution du vivant, les médecins ne se sentent pas avant tout maîtres de l'évolution des microbes. Parce que l'évolution, pour nous, c'est une sorte de toile de fond conceptuelle que tout le monde accepte, ou presque tout le monde accepte, sans le vivre en termes de qu'est-ce que ça implique dans l'action. Et une vraie médecine évolutionniste, une vraie agriculture évolutionniste, sont très loin d'apparaître, puisqu'en fait, on ne les a même pas en enseignement dans les facs de médecine ou dans les écoles d'agriculture. En tout cas, voilà.
quelque part, gérer l'immortalité des gènes, demain, c'est faire une autre agriculture, une autre médecine. Et donc, le propos que je tiens sur ces mortalités, immortalités des organismes et des gènes, ça a des conséquences aussi sur la façon dont on devrait gérer le monde. Mais, à la demande de Loïc, et parce que donc, il y a des gens qui voient le monde à un moment donné comme un écosystème, comme un endroit à gérer ou à aménager, je voudrais vous parler d'une autre forme de l'immortalité qui, elle, exige aussi un changement de vision, parce que jusqu'ici, on est dans un changement de vision par rapport au temps. Après tout, mortalité, c'est le temps. Mais il y a une autre forme d'immortalité qui se développe dans l'espace des interactions. Et pour ça, alors, je suis désolé, vous allez définitivement... Donc c'est la dernière fois que je viens, parce que je pense qu'après ce que je vais faire là, je pense que personne ne voudra plus m'inviter. Je voudrais emprunter quelque temps la pensée d'un grand architecte viennois, alors certains me sentent venir avec mes bottes, Hundertwasser. C'était quelqu'un qui avait essayé de mêler la nature à l'architecture. Il laisse à Vienne d'ailleurs des œuvres tout à fait remarquables. Et il a, comme un certain nombre de penseurs, alors je connais mal les courants de pensée, mais je crois que c'est les organistes, c'est ça, ou les organiciens, comme tout un tas de penseurs de l'architecture et même d'ailleurs du paysage, mais minoritaire en quantité, il avait une vision très organique et très fonctionnelle des milieux vivants et de la vie. Et il a publié un manifeste de la merde, Scheißkultur. Ce manifeste de la merde explique que l'homme a longtemps cherché son immortalité, l'immortalité, et qu'il a juste oublié de s'apercevoir que l'immortalité était dans la cuvette des chiottes. J'emprunte, traduit en français, les termes d'Hundertwasser. Alors, ça paraît assez provoquant, mais c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact, parce que nous produisons des déchets. D'ailleurs, nous avons cette idée que l'homme est la seule espèce qui produise des déchets, que nenni, hein. Que nenni. Heureusement d'ailleurs que les plantes produisent de l'oxygène comme déchet, parce que sinon on serait bien normal de respirer. L'oxygène n'a jamais existé sur Terre avant que la photosynthèse n'existe, qui produit comme déchet de l'oxygène. Alors maintenant, on ne dit plus que l'oxygène est un déchet parce qu'on a des utilisateurs bien connus, nous, mais les déchets des uns sont les ressources des autres. Et produire des déchets, c'est vivre. Après, on peut optimiser ou non la production de ces déchets, hein, ça, c'est pas le problème. Et ce que pointait du doigt Hundertwasser, héritier ici d'une longue tradition qu'on trouve par exemple dans Les Misérables de Victor Hugo. Où Victor Hugo, alors c'est comme la Samaritaine, hein, les Misérables, on y trouve de tout. Il y a notamment une page qui s'insère sur le tout à l'égout, et qui dit qu'on perd la fertilité des déjections et des effluents urbains. C'est le fameux passage où Victor Hugo dit « Si notre or est fumier, notre fumier est or ». Bon, il méprise l'argent, mais en revanche, le fumier, c'est de l'or. Et il s'insurge du tout à l'égout, qui emmène à la rivière ce qui pourrait fertiliser la campagne. Et il dit, le bilan de ça, c'est, je crois que le terme, c'est l'eau, les mers empuanties et la campagne appauvrie. On vit à une époque où on pense beaucoup la reconnexion au monde. Je prends une autre approche du même problème, et puis après, je vais rentrer dans le détail de ce problème-là. Ce que nos déchets peuvent faire, nos déchets organiques, j'entends. On vit une époque où on a une énorme littérature sur la reconnexion. Et elle est amusante, cette littérature sur la reconnexion, parce qu'elle est très... Elle peut se produire dans les salons. Parce qu'elle n'a pas ce côté un peu indécent. Là, depuis tout à l'heure, hein, on tourne autour de la cuvette des chiottes. Bon, c'est pas hyper enthousiasmant. La littérature sur la reconnexion, elle nous parle de la façon dont nous pouvons gérer le monde, de la façon dont on peut être au monde sans l'abîmer. Mais elle oublie complètement un truc. C'est que nous avons le pouvoir, nous, organiquement, de fertiliser le monde. Et cette partie de la reconnexion, qui n'est pas en quoi le monde peut m'être utile sans que je l'abîme, mais en quoi je peux être utile au monde, elle n'existe pas. Ben oui, c'est la cuvette des toilettes, et puis c'est la poubelle de cuisine, c'est pas très fréquentable. Mais c'est là qu'est l'éternité. Car finalement, l'azote, le phosphate que nous rejetons, et d'ailleurs le CO2 que nous rejetons en respirant, c'est ça qui va permettre le regain.
C'est ça qui va permettre la croissance de la végétation. C'est ça qui va nourrir des plantes, et puis ensuite des animaux. Voilà l'éternité, c'est l'éternité dans les flux. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est qu'il y a une autre chose qui est perpétuelle sur des organismes qui, eux, sont mortels. C'est ces flux de matière. Et nous sommes dans le flux, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, nous recevons de l'extérieur ces choses que nous mangeons ou que nous manipulons, mais nous en relâchons. Et c'est d'ailleurs ce que nous relâchons qui est l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour le monde. Il existe en ce moment une littérature ou des discussions abondantes sur ce qu'on appelle l'humisation, qui consiste à se poser la question, quand je serai mort, que faire de mon cadavre? Alors moi, je vais vous donner un conseil, même si un certain nombre de gens qui font de l'humisation proposent des linceuls avec des champignons qui vont ensuite vous aider à vous décomposer plus vite ou des choses comme ça. Pour un mycologue, c'est génial de mourir par de pourrir par un champignon, hein. Moi, je suis mycologue surtout, donc je trouve ça sympathique. Mais je vais vous dire une chose. Brûlez-moi ça et mettez les cendres très loin de la nature, parce qu'on est bourré de métaux lourds. Et surtout, pour quelques dizaines de kilos de chair et d'eau que nous laissons derrière nous à notre mort, c'est rien au regard des tonnes de déchets que nous aurons générés dans notre vie. Et dans ces déchets de cuisine et déchets organiques, il y a de l'azote, du phosphate, il y a de quoi fertiliser la campagne, et plus. Je vais revenir à ce plus, mais j'aimerais que vous examiniez un instant le désastre de la cuvette des chiottes. Pour le coup, ce désastre qui se produit chaque fois que nous allons aux toilettes. Alors, d'abord, vous allez aux toilettes, vous vous asseyez. Et là, vous urinez. Dans l'urine, vous avez 4 grammes d'azote par litre, 0,5 g de phosphate par litre. C'est du pur engrais. Et microbiologiquement, il est assez sain. Puis, alors je ne sais pas dans quel ordre vous faites ça vous, mais vous voyez, il y a une sorte de tabou à parler de ça, alors qu'on est dans le tabou autour de quelque chose qui a un pouvoir de soulever la nature. Vous réalisez que vos tabous sont hors de toute proportion biologique. Donc, ensuite, on expulse un tas de bactéries, puisqu'en fait, les fesses, c'est 3/4 de bactéries en masse, qu'on mélange à ce fertilisant. Donc on le rend impropre à une utilisation directe parce qu'on le contamine microbiologiquement. Tout ça, ça tombe dans la même eau. Premier drame, le mélange par des bactéries qu'on ne va pas pouvoir mettre n'importe où. Et le deuxième drame, c'est quand on tire la chasse d'eau parce qu'on dilue le tout. C'est-à-dire qu'on augmente le volume à traiter par rapport aux microbes indésirables et on dilue la fertilité. Le troisième drame, c'est pas vous qui le faites, il se fait tout seul un peu plus loin dans les tuyaux, c'est que ça se mélange avec des eaux de pluie qui ont ruisselé un peu partout et qui contiennent des métaux lourds ou des hydrocarbures très difficiles à décomposer et toxiques. Juste un chiffre, 1000 m² de bitume de route produisent 100 litres d'hydrocarbures par an, entre ce qui tombe des voitures et ce qui s'extrait du bitume. C'est énorme. Et ça finit, ça se mélange avec les eaux de ruissellement. C'est 10 litres, pardon. Ma mémoire me trompe là. C'est 10 litres. 10 litres. Mais donc tout ça, ça finit mélangé avec la fertilité. Donc en fait, la collecte des eaux usées n'est pas assez distincte. Et d'ailleurs, il y a à Paris maintenant des immeubles pilotes où on récupère l'urine qui, par chance, ne sort pas dans la même direction que les fesses, récolte l'urine séparément et en fait un fertilisant. Bon, c'est pilote, mais ça peut se faire surtout en habitat dense. Le bilan de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout pensé notre utilité au monde en termes de fertiliser le monde, au point qu'aujourd'hui, les choses que j'évoque, c'est un peu pipi-caca, c'est pas tabou, mais c'est sale, alors que c'est une partie de notre présence dans le monde. Et c'est une partie de notre immortalité, car effectivement, avec cette matière organique que nous produisons, mais on peut aussi penser à la matière organique de nos cuisines, là, nos restes organiques, si on les trie bien, eh bien, on va être capable, si ça arrive dans les sols, on va être capable de faire tout un tas de choses. Bien sûr, on amène de l'azote et du phosphate. On pense aujourd'hui que l'urine des Français contient entre 20 et 35% des besoins d'azote et de phosphate de l'agriculture française, qui en plus exporte. Donc c'est même pas sur un système d'autarcie. Deuxièmement, on apporte de la matière organique.
celle de nos fesses, celle aussi éventuellement de nos restes de cuisine. Or, la matière organique dans les sols, c'est quelque chose qui a une double utilité. D'une part, ça colle les morceaux de sol entre eux et ça fait la cohérence du sol, donc ça empêche l'érosion. Et puis d'autre part, ça retient l'eau. Ça retient l'eau parce que la matière organique, c'est hydrophile, c'est comme le coton, quoi, ça pompe l'eau. Alors ça, c'est très important dans un pays dont les étés deviennent de plus en plus secs, qu'il y a un maximum de matière organique dans les sols. Or, aujourd'hui, nous récoltons dans les champs, mais nous n'amenons plus de matière organique, puisqu'on amène des engrais sous forme minérale. Si on remet de la matière organique, celle issue des animaux, mais aussi la nôtre, non seulement on amène de la fertilité, mais en plus on amène la matière organique elle-même qui se décompose lentement dans les sols, mais tant qu'elle n'est pas décomposée, eh bien, c'est un liant contre l'érosion et c'est quelque chose qui retient l'eau. Et troisième chose, se décomposer, ça veut dire être respiré. Ça veut dire donner du CO2. C'est ce qui se passe si vous brûlez vos ordures. Si vous les mettez dans les sols, ça va retarder le retour du CO2 dans l'atmosphère. C'est un stockage de carbone. Donc c'est même bon pour le climat. Vous voyez, quelque part, le pouvoir de nos déchets et le fait que nos déchets nous inscrivent dans les grands processus naturels, climat, cycle de l'eau et le regain, la croissance des plantes, la fertilité des sols. Et ça, c'est notre éternité, parce que finalement, nos composants, eux, ils ne meurent pas. Notre azote, notre phosphate, tiens, voilà, cette autre immortalité, ce n'est pas celle des gènes. L'immortalité encore plus immortelle et jamais mortelle, je m'excuse d'insister ainsi, c'est celle de nos composants qui, indéfiniment, seront azote, phosphate, potassium. Et ça, c'est important parce que finalement, vous voyez qu'on a fini par trouver une immortalité. Là où Hundort Wasser nous avait proposé de la chercher, justement. Alors, j'en ai fini de mon propos, et peut-être on aura un temps pour les discussions, mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est que finalement, nous sommes nés pour voir des organismes, et nous devons grandir, et voir au-delà des organismes des dynamiques qui les transcendent complètement, et qui sont presque immortelles. Je pense à la dynamique des gènes dont nous sommes finalement le produit, voire complètement immortelles, celle des matériaux dont nous sommes constitués. Il y a une forme d'immortalité que nous devons imaginer en voyant plus largement dans le temps et plus largement dans l'espace. Au fond, l'écologie et l'évolution ne sont pas juste des théories plaquées sur ou en complément de la biologie des organismes. C'est vraiment quelque chose qui donne un sens à la vie, en tout cas un sens différent, et j'espère vous avoir convaincu que c'est un sens qui est plus long, qui est plus persistant, qui est moins mortel que justement les organismes. Voilà. Petite question peut-être critique, mais et aussi une suggestion de... Donc la question critique, bon, c'est vrai qu'on considère maintenant les gènes comme l'élément, disons, structurel de l'évolution, considérant les organismes comme un élément secondaire ou épiphénoménique. Évidemment, cela dépend du genre de pragmatiques que nous avons. Par exemple, du point de vue de la responsabilité individuelle, l'attribution de responsabilité, c'est quand même très important de garder les organismes dans les jeux, parce que sinon on risque de se dérober d'une possibilité d'attribuer des... Oui, donc c'est un point quand même... C'est pas du tout contre ce que vous dites. Là. Non, mais j'entends bien. Il y a les deux registres qui doivent cohabiter quelque part dans une vie sociale comme la nôtre. Sinon, on a toujours des explications génétiques pourquoi les gens ont fait ceci, cela, ce qui n'est pas du tout convenable. Pipi et caca. Donc, on en a parlé hier, déjà. Moi, je rajouterai à votre liste de choses qui viennent plutôt en amont. Par exemple, on fait pipi et caca dans de l'eau potable, ce qui est quand même un point important, parce que la potabilisation est très coûteuse et on n'a pas raison de le faire. Mais évidemment, il y a un souci ici qui est toujours le même, un souci d'infrastructure. Donc, en demandant aux gens de s'occuper de leur déjection organique, on déplace, comme on le fait souvent, la question vers la responsabilité individuelle. Et on met les gens dans un porte-à-faux pas possible, parce que moi, je n'ai pas l'infrastructure pour faire pipi
de façon séparée par rapport à mon caca, par rapport à d'autres. Et c'est toujours comme ça. Enfin, on demande aux gens de circuler en vélo, et après on les met dans un porte-à-faux parce qu'il n'a pas d'infrastructure. Il faut construire des pistes cyclables. C'est ce qu'il faut faire. Et donc je me demande si on n'a pas ici toujours le même réflexe de déplacer vers la responsabilité de l'individu. On lui demande de faire des choses qui sont essentiellement impossibles dans le contexte actuel. Et je propose peut-être au domaine de Chaumont, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, il peut y avoir une ritualité. Est-ce qu'on est prêt de laisser des demi-millions de visiteurs par an de faire pipi librement dans les domaines? Alors, c'est toujours problématique parce que ça a été étudié, ça. Les gens font pipi tous au même endroit. Et c'est pas ce qu'on veut. Non, mais justement, on veut les faire Donc, n'importe où dans les domaines. Oui. C'est ça. Non, mais pour répondre... Alors, je vais répondre sérieusement à cette question parce que, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à en rire, mais ça pose un vrai problème d'organisation. Vous avez remarqué que j'ai pas dit vous, j'ai dit on. Hein, parce que je pense que c'est une responsabilité collective de penser un autre système, mais et pardon si j'ai pu avoir l'air de le faire, je ne voulais pas fustiger ou rendre ou culpabiliser les uns et les autres. C'est globalement qu'il faut qu'on repense ça, qu'on repense éventuellement un approvisionnement d'eau séparé pour l'eau qui se boit pas. Alors je vous rassure, en fait on n'est pas loin de découvrir qu'on ne peut pas faire de l'eau potable. Vous avez vu ce qui sort sur les dérivés de la chlorothalonil ou les PFA. Hein, l'agence d'Occitanie, ça a fuité dans le Canard cette semaine. En gros, dit l'eau du robinet sera consommable. C'est-à-dire qu'on n'en meurt pas si on la boit, mais elle n'est pas potable. Parce qu'on ne peut pas la nettoyer. Et encore, on ne fait que découvrir la liste des composants toxiques. Alors, c'est une remarque marginale, mais je suis d'accord qu'on pourrait avoir deux eaux différentes. C'est vrai qu'à la campagne, c'est difficile à imaginer, deux adductions d'eau, mais en ville... Bah oui, voilà, donc c'est faisable. Mais donc voilà, c'est surtout pour qu'on pense collectivement, et il n'y avait pas fustigé l'individu. Mais par contre, si l'individu dans une démocratie ne prend pas en main le problème, il ne sera pas pris en main collectivement. C'est sur cette dimension. C'est pas s'il le prend en main, c'est pas sûr que ce sera pris en compte. S'il le prend pas en main, ce sera pas pris en compte. Mais je sais bien, il y a loin du calice aux lèvres. Gènes et organismes. Gènes et organismes, oui. Juste une chose. Alors donc moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut aussi prendre en compte les organismes. D'ailleurs quand je vais acheter un saumon au marché, j'achète pas l'information génétique du saumon. Je veux le saumon. D'accord. Donc c'est tout à fait pertinent les organismes. C'est pas le problème. Le vrai problème est celui de l'heuristique. On a longtemps pressé le citron d'une vision organismique du vivant, et d'ailleurs on a bâti une médecine qui est efficace par certains aspects là-dessus, par exemple, hein, ou aussi une zootechnie ou une phytotechnie qui sont puissantes, mais à un moment, cette heuristique commence, il va falloir jeter l'écorce du citron et reprendre un nouveau citron. Et je pense que les visions de dynamique temporelle, alors génétique ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des aspects épigénétiques, et puis on pourra en parler, on n'hérite pas que des gènes de la génération précédente. Je vous invite à penser à ça, les membranes cellulaires, on les hérite aussi. On fait que les agrandir, mais on les hérite. Donc il y a d'autres héredités que l'hérédité de l'ADN. Mais indépendamment de ça, cette vision dans le temps, elle dégage une heuristique nouvelle et prometteuse, notamment pour une médecine ou une agriculture différente, et de même... Oui, voilà, donc il ne faut pas opposer les choses, simplement, arrivé au jour d'aujourd'hui, il faut constater que la capacité, la réserve d'heuristique n'est pas la même dans tous les compartiments, et du coup, c'est pour ça que je me fais le chantre peut-être excessif d'aspects, mais qu'on ne peut pas opposer à l'organisme. C'est comme essayer de se battre pour savoir si la lumière est une onde ou une particule. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Le vivant, c'est ni les organismes, ni les gènes. Ce sont des façons de jeter des coups de projecteur qui en éclairent des facettes différentes, et qui nous promettent des heuristiques différentes. Et je ne nierai pas non plus les dimensions culturelles. À tort ou à raison, j'ai cru entendre vers la fin ce reproche qu'on fait parfois aux biologistes. Alors je pense qu'il était nuancé, mais je voudrais vraiment le dire. Les biologistes qui prétendent parler de choses dans la société ne prétendent pas réduire. On appelle ça des fois le naturalisme dans les sciences sociales. On ne prétend pas dire tout est biologique. C'est pas vrai. C'est évident que l'homme est culturel. Je veux dire, il faudrait être vraiment bête mais il faudrait aussi être bête pour penser qu'il n'est pas biologique.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la question c'est de l'équilibre. Et on retourne à l'équilibre de l'heuristique. Je pense qu'on a des biologistes qui n'ont jamais assez été capables de prendre en compte la dimension culturelle et l'évolution culturelle, qui sont des évolutions, et qui pourraient leur apprendre beaucoup. En particulier, les biologistes ont découvert comme des fleurs, d'éclosant au matin, que les gènes pouvaient se transférer entre organismes. Ça a 10 ans, ça. Il y a 10 ans, j'avais écrit un article dans Pour la Science il y a 10 ans sur l'évolution par fusion, et les gens disaient « Oh là là, c'est bizarre ce truc-là ». Bah oui, bon, maintenant c'est plutôt mainstream, comme on dit. Les organismes s'échangent assez souvent des gènes, moins nous que les bactéries. Si on avait dans l'évolution considéré l'évolution culturelle, alors là, l'échange d'informations, il est permanent, quoi. Vous y êtes? Je pense que les biologistes ont tardé à découvrir que les unités fonctionnelles échangent de l'information parce qu'ils n'avaient pas assez regardé l'évolution biologique. Et donc je pense que tout le monde a balayé devant sa porte et qu'on a tous besoin de plus d'interdisciplinarité. C'est peut-être pas ici que je vous l'apprendrai. Oui, tout ça est passionnant et très important. Merci d'aborder ce sujet fondamental. Je voudrais apporter peut-être mon expérience, ma connaissance, ma petite connaissance. Il y a 25 ans, une femme m'a demandé de faire un film sur elle. Ça se passait à Belle-Île. Cette femme s'appelle Anne Rivière. Je suppose que personne d'entre vous ne la connaît. Anne Rivière est une architecte qui a été à la base de la recherche sur les toilettes sèches. Elle est partie dans les pays extrêmement orientaux pauvres en s'apercevant que des graves problèmes de santé, la typhoïde, etc., en Malaisie, etc., elle pouvait arranger les choses en proposant effectivement un tri différent. Ouais, en remplaçant la veine liquide par un en absorbant sauvant les solide. eaux. Elle s'appelait Anne Rivière quand même. Et ici, elle a été le chantre des toilettes sèches pour expliquer et aider les gens à mettre au point des systèmes pour effectivement faciliter directement l'arrivée dans les terres des jardins pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Oui, moyennant etc. compostage. Bon, ceci dit, aujourd'hui, ça a été un petit peu institutionnalisé, mais pas très bien, je trouve. Une chose est remarquable, et ça, c'est tout à fait politique. En tout cas, je parle que de la France, je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays. Arte, par exemple, a fait, il y a quelques années, un documentaire sur les toilettes. Donc, 52 minutes, peut-être plus, sur les toilettes de tous les pays du monde. Ils ont omis, quand même... Ah, les toilettes sèches. Les toilettes sèches, ça n'existait pas. Donc j'ai été complètement hallucinée de cette chose. Hein. C'est quand même incroyable. Les toilettes sèches, c'est très simple, on peut en mettre partout. Les gens qui ont des jardins peuvent les mettre dans un cabanon et du coup permettre avec la sciure et avec le moins possible de papier, on revient à la terre. Et pour finir mon intervention, moi personnellement, même si bientôt ou si on a peut-être plus le droit de le faire, mais je m'amuse en disant ça. On peut faire pipi dans un petit bocal. Il existe des petits bocals, des objets plastiques avec des couvercles, par exemple des sortes de checkers. Et moi, j'avais un arbre malade, un beau un arbre de la famille des sapins qui a été attaqué par la sécheresse. Et je me suis dit, celui-là, il va mourir. Je l'ai vu, il n'avait plus aucune feuille. Il faisait toutes ses pommes de sapin. Je me suis dit, il va mourir cette année, c'est sûr. Et j'ai décidé, aidé par Alain, de lui donner toutes nos urines. Au lieu d'aller aux toilettes, j'allais porter l'urine le matin à l'arbre. Il est magnifique. Aujourd'hui, on est en automne. Et j'ai commencé au printemps. Peut-être que ça n'a rien à voir. Il n'a pas plu tant que ça cet été, mais un petit peu. Bon, bref, c'est pour dire que on peut expérimenter ces choses-là les uns et les autres. Et par contre, peut-être qu'il faut faire attention pour les gens qui prennent des médicaments lourds. Parce qu'en fait, s'ils utilisent les toilettes sèches... J'ai la réponse à ça, parce que c'est toujours ce qu'on me pose. Et il y a une réponse très claire. Hein, c'est que si vous mettez vos médicaments dans l'eau, c'est ce que vous faites dans les stations d'épuration, la probabilité qu'elles rencontrent les microbes qui les dégradent est moins forte que dans les sols, où là, les choses sont plus concentrées, et la probabilité de rencontrer un microbe, voilà. Alors donc, soit vous arrêtez de manger des médicaments, mais il te prend la pilule, et là, c'est quand même un peu difficile. Soit vous en prenez le minimum, bien sûr, mais vous prenez ce que vous avez à prendre, et là, si vous le mettez dans les sols, voilà, ça sera plus vite dégradé. On compte que, par exemple, dans la dégradation des pesticides, des quelques 3 millions de tonnes de pesticides que dans le monde, on épand dans les systèmes agricoles, tout finit dans le sol, puis migre dans l'eau. 82% de la dégradation de ces pesticides, c'est le sol. 82%. Parce que la probabilité de rencontre est plus forte, il n'y a pas de dilution. La veine liquide, ce n'est pas une bonne solution pour gérer les toxines, parce qu'elle rencontre moins facilement les microbes qui les dégradent, et en plus, ça coûte cher. Vos impôts servent à monter les stations d'épuration pour diluer en fait dans l'eau l'azote et le phosphate, et la toxicité, ce qui fait qu'elle va disparaître moins vite, elle vivra plus longtemps. Pendant ce temps-là, les agriculteurs, ils achètent des engrais
Et pourquoi les politiques ne vous écoutent pas? Oh, ben, certains commencent à écouter parce qu'ils voient bien leur intérêt, mais... J'ai 2 observations là-dessus. En agriculture biologique, on interdit l'utilisation de l'urine humaine. Ah oui, c'est bien ça. Actuellement en France, c'est un véritable sujet, ça rebondit là-dessus. Je fréquente pas mal le milieu alternatif de gens qui sont dans l'autosuffisance alimentaire, dans l'agroforesterie très très engagés. Et c'est un drame pour eux en fait. Je vois des maraîchers qui essaient de survivre et dont ils savent que c'est l'une des solutions, alors qu'ils transgressent la loi avec des organismes certificateurs qui passent et qui leur disent si je fais comme si j'entendais ce que vous me dites, je vous enlève votre certificat. Et il y a une autre chose autour des toilettes sèches. Je suis désolé, j'ai une petite expression de voix, ils m'ont fait crier pendant 2 jours. Au niveau des toilettes sèches, on le voit beaucoup dans le milieu alternatif justement, mais dans les milieux pauvres en particulier. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces gens qui cherchent l'autonomie alimentaire parce qu'ils se sont mis en marge de la société, qui sont dans une situation qui est extrêmement précaire, n'ont pas d'alternative au fait de produire un maximum de ce qui va servir à les nourrir. Et c'est évident. La question ne se pose même pas en fait. Les gens qui vont vivre dans des yourtes, qui vont vivre dans des cabanes, qui vont vivre à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de toilettes à eau. C'est dans la ZAD, c'est que des toilettes sèches et pour chacun c'est une évidence. Et le niveau de confort dont on bénéficie aujourd'hui en fait nous pousse à un certain nombre de gâchis qui sont devenus culturels. Et pour compléter, je vous renvoie, pour être plus littéraire mais rester dans le pipi caca, je vous renvoie à la lecture de La Terre de Zola, avec le personnage de la mère caca qui est effectivement trop pauvre pour avoir du bétail. Donc, elle ne peut pas engraisser sa terre, et donc, elle a les plus beaux choux du marché parce qu'elle l'engraisse autrement. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que ça transcende les époques, cette histoire-là. Hein? Je voudrais juste apporter une toute petite anecdote qui, je pense, va très très bien rebondir avec tout ça. C'est que quand vous allez aux alentours de Pithiviers dans le Loiret, vous avez Chilleurs-au-Bois, Échilleuse et Crotte en Pithiverais, qui sont des villages tout autour de Pithiviers, qui étaient des endroits où, évidemment, on faisait en sorte de récupérer un maximum des déjections. Ah, oui. Et une fois de plus, ça se gère. Je veux dire, par exemple, quand vous avez mélangé les fesses à l'urine, vous pouvez composter légèrement ça aura l'intérêt de tuer les microbes issus du tube digestif et obtenir quelque chose qui est tout à fait utilisable. En plus, c'est vachement bien parce que ça contiendra de la sueur et ça, c'est une technique qui se dégrade lentement. Donc, en termes de structuration du sol, rétention d'eau et effet de serre, c'est vraiment génial. Les produits de toilettes sèches sont une ressource. Je voudrais les compléter par un autre produit qui montre que le problème est parfois réglementaire. C'est un peu ce que tu soulevais. C'est l'astruvite. L'astruvite, c'est un cristal de phosphate d'ammonium. Alors, franchement, c'est vraiment l'engrais rêvé. Et quand ça cristallise dans les stations d'épuration, ça bouche les tuyaux, ce qui fait que régulièrement, quand on débouche les tuyaux, on se retrouve avec des kilos et des kilos de struvite. Et la struvite, quand elle cristallise, ces cristaux ne prennent pas de métaux lourds. Donc même s'il y a des métaux lourds dans les eaux, ou des hydrocarbures toxiques, la struvite, elle est pure. Une fois qu'on l'a rincée, elle est pure. Ah oui, mais c'est un déchet. Donc réglementairement, c'est très difficile à commercialiser, il y a des précautions de transport, et donc c'est pas économiquement rentable de la valoriser, on la jette. Ça sert à quoi? L'astruvite phosphate d'ammonium, c'est un engrais parfait, qui en plus se libère très lentement dans le sol, donc l'ammonium est stable, ce qui est rare pour l'ammonium dans le sol, et c'est un engrais merveilleux, mais très peu valorisé, parce qu'en fait, il a le statut réglementaire de déchet, ce qui complique son traitement et sa commercialisation. Bon, voilà. Oui, moi je voulais justement rebondir sur la notion de déchet et dans l'inconscient collectif, le déchet n'est pas sale. Enfin, il faut vraiment changer la définition du mot déchet. Un déchet, c'est pas sale. Comme vous avez dit, on respire l'oxygène des plantes, c'est un peu le caca des plantes. Voilà, et autre chose quand même. Et en tout cas, il y a des déchets qui peuvent être dangereux, mais c'est le cas aussi des ressources. Je veux dire, une feuille de belladone, par exemple, c'est dangereux. Je veux dire, dans les déchets comme dans les ressources potentielles, il y a des choses dangereuses et d'autres moins. Mais je vais être... la prochaine fois que je vais voir un sac d'engrais NPK et me dire que c'est l'image de l'immortalité, je n'en suis pas encore revenu là. Non, mais je pensais aux engrais organiques, moi. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, mais je voulais dire juste avant que nous sommes prêts à l'expérience. Nous avons déjà des toilettes sèches, en partie.
il faudra quand même que les grands scientifiques universitaires que vous êtes nous protègent, parce que je pense que ça peut faire scandale. D'abord, il faudrait trouver un lieu, pas partout, parce que sinon on peut avoir de l'exhibitionnisme et j'ai à gérer ça aussi en tant que actrice. Et puis le liquide, ça va, mais pour le reste, il faut trouver un papier qui se dissout, qui disparaît et qui ne va pas se répandre un peu partout dans le domaine. Donc moi, j'ai besoin de vos idées. Je veux bien être à laboratoire, mais seul... on aura un peu de mal parce que c'est pas facile à faire passer ça. Il faut aussi composter avant. Enfin, si vous avez les toilettes sèches, il faut composter. Pas compliqué, mais on a 500 000 visites quand même. Donc il peut y avoir une réserve importante. Alors en 2000, à Moidon-la-Rivière, c'est dans le sud de la Bretagne, ils existent toujours. Il y a un couple qui s'appelle les Baronnets. Vous trouvez des YouTube. Ils faisaient un éco-festival en 2000. Et dans leur éco-festival, ils avaient à peu près 3500 visiteurs en 3 jours. Il n'avait pas d'électricité, il y avait des trucs Pantone pour créer l'électricité et il y avait 4 toilettes sèches. Au bout de 3 jours, ça ne sentait rien. Ah oui, quand c'est bien géré, oui, quand c'est bien géré. Nous sommes un établissement public soumis à des règles extrêmement drastiques. Mais alors, et ça revient à cette histoire que la réglementation peut parfois être un problème parce qu'elle n'est pas assez inspirée par des aspects techniques. Mais moi, je vois 2 problèmes aussi. Vous avez parlé de l'exhibitionnisme. On a aussi un problème qui est que nos tabous, alors je ne suis pas un adepte de l'exhibitionnisme, je vous rassure, mais on a un problème, c'est que nos tabous sont vraiment pas à la hauteur de notre biologie. C'est-à-dire que, par exemple, montrer son corps ou faire pipi en public, c'est mal. Oui, bah oui. Déjà, à l'été, c'est mal. Et même à l'été, effectivement, dans certains milieux, là, moi, j'ai été sidéré, effectivement, de découvrir qu'effectivement, il y a des gens qui sont... Enfin, en Pologne, par exemple, c'est interdit maintenant d'allaiter en public. Enfin, c'était parce que la main change. En tout cas, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que nos tabous sont aberrants parce que finalement, c'est plus choquant de voir quelqu'un à poil que de voir quelqu'un jeter un plastique par terre. Or, qu'est-ce qui est toxique pour l'environnement et pour l'homme? Les microplastiques, pas l'urine justement, ou le cornu. Vous voyez. Alors, donc on a tout un système de réglementation à revoir, ça c'est facile, de tabous à revoir, c'est pas facile, mais si on enseignait plus les sciences vivantes dans les petites classes, et c'est ce que la Fédération Biogé essaie de défendre, d'ailleurs avec l'aide de Pour la Science, dans les récentes rencontres qu'on a eues à Rouen, où on parlait des microbiotes, si on enseignait ça plus dans les petites classes, les potentiels de la vie qu'il y a en nous et autour de nous, peut-être que ça aiderait la population à rebattre les cartes et à trouver profondément mutilant de jeter un plastique dehors, et avoir peut-être moins honte de son corps ou moins honte. Quand vous dites que c'est facile politiquement à refaire la législation, vous savez quand même que les lobbies qui influencent beaucoup les politiques sont tout à fait intéressés plus par qu'on jette des plastiques que qu'on fasse pipi dans les légumes. Oui, ça, et c'est possible. Mais oui, c'est plus facile que de refaire une espèce éteinte. Le fait de nous... C'est ça que je veux dire. Non mais ils sont déjà les plus riches du cimetière d'ailleurs. C'est vrai. Non mais bon voilà, je veux dire c'est plus facile de refaire une réglementation que de refaire la nature. Mais c'est pas facile pour autant. Il faut les convaincre et il faut les rendre indépendants. Les politiques n'en prend pas le chemin. Mais effectivement, on doit tous ne pas s'étonner de ce qui se passe en disant ils n'ont pas bien compris les politiques, c'est une histoire de législation. Si, certains comprennent et certains se laissent influencer volontairement par des lobbies qui ont intérêt à détruire notre nature et nous éloigner de la nature. Il y a des L'année questions. dernière, il y a 2 ans, à Jardin, tu avais un système de toilettes sèches avec des bottes de paille. Je crois que c'est les Allemands qui ont mis ça en place, alors c'était plutôt pour les hommes. C'est juste un objet en plastique qui se plantait dans la botte de paille. Et, Et la paille absorbée. Voilà, et tu as des toilettes sèches, même pas des toilettes pour le festival maintenant, qui sont faites à partir de paille aussi pour les hommes, pour les verrues des hommes. Alors j'insiste aussi sur le fait que dans le commerce aujourd'hui, on a des moyens pour les femmes aussi de séparer les urines des fesses. Hein, c'est faisable. Donc je veux dire, il y a des choses qui existent. Et après maintenant, la législation. Si vous m'appelez, je peux intervenir. Il y a une semaine, il y avait une émission sur la France Inter, La Terre au carré, sur les toilettes sèches et sur ce que vous disiez, sur en fait, une expérimentation à Paris pour séparer les urines en fait, des fesses. Donc ça se fait. Moi, je suis paysagiste responsable en Vendée. Il y a de plus en plus de toilettes sèches dans les espaces publics parce que c'est une histoire de volonté communale. Oui. Et je voulais
avoir votre avis sur l'épigénétique. Vous n'avez pas du tout abordé. Oui, je l'avais mis dans le résumé. Alors, juste une chose. Il faut ouvrir le débat. qu'on a besoin de gens qui nous aident à réenchanter la vision des déchets. Parce que vous avez vu quand même ces histoires de cuvée des toilettes et tout, vous le sentez au fond de vous. C'est bizarre. Enfin, vous n'étiez pas venu, je pense, pour entendre ça. D'ailleurs, en fait, finalement, on parle que de ça. Mais, vous voyez, il faut réenchanter cette vision et avoir le côté positif. Nous faisons la verdeur du monde. Nous faisons le regain. C'est ce que j'appelle le regain, le fait que la végétation continue à grandir. Alors l'épigénétique, c'est quelque chose moi, ce qui me frappe, c'est que l'épigénétique, c'est un grand malentendu. Tout le monde s'agite en disant l'épigénétique, l'épigénétique, l'épigénétique. Alors on pense à ces petites modifications de l'ADN qui passent d'une génération à l'autre et qui modifient son expression. On a cet exemple classique, des enfants d'une génération qui a souffert de la faim pendant la Seconde Guerre mondiale au Danemark. Et les enfants, en fait, ont des modifications de l'expression des gènes qui leur permettent de stocker plus de réserves. Et du coup, revenu en opulence, ça fait de l'obésité. Donc effectivement, au-delà des gènes ADN, il y a des petites marques posées sur l'ADN, soit posées en attachant des molécules, comme des méthyles par exemple, ou en attachant des protéines dessus de façon plus labile. Ces petites marques modifient l'expression des gènes et sont transmissibles de génération en génération, mais c'est labile. Ça, au bout de quelques générations, ça disparaît. Le propre de l'épigénétique, c'est qu'elle est réversible. Et donc, ça veut dire qu'elle, ça j'insiste là-dessus, elle n'est pas sujette à l'évolution. Elle n'est pas sélectionnable. Sur quelques générations, ça ne joue pas. Ce qui est sélectionné, c'est la capacité à faire de l'épigénétique. Donc l'épigénétique joue peu sur l'évolution. La capacité à réguler l'expression des gènes par les moyens épigénétiques, ça joue, et c'est la capacité de faire ça qui est sélectionnée. L'épigénétique elle-même, comme c'est des marques très labiles, ça ne peut pas être sélectionné, parce qu'au bout de quelques temps, ça disparaît, ou c'est remanié. Donc, j'insiste là-dessus, on a beaucoup blablaté sur l'épigénétique comme étant une grande découverte pour l'évolution. C'est pas vrai. En revanche, on a oublié un truc. C'est qu'il y a une épigénétique qui nous intéresse vachement, c'est la culture. Et ça, c'est la grande absence de la pensée, la grande absence de la pensée sur l'épigénétique, c'est que la culture, c'est de l'épigénétique. C'est des choses qu'on transmet qui ne sont pas dans l'ADN. Et on les transmet sacrément. D'ailleurs, on a même des écoles, vous voyez, on a des professionnels de la transmission. Et d'ailleurs, les parents, même si parfois ils n'arrivent pas à le faire, ils sont aussi dans la transmission. Donc, et ça se transmet beaucoup plus durablement, tellement durablement que ça finit des fois par influencer sur notre évolution génétique. Par exemple, un trait comme manger des céréales passe à sélectionner le fait que dans les populations agricoles, alors, ce qui est bien, c'est que ça s'est passé à plusieurs endroits, ça. Le riz en Asie, céréales blé en Moyen-Orient puis en Europe, et puis maïs en Amérique, plus 3-4 trucs avec le sorgho en Afrique. Enfin, vous voyez, ça s'est passé plusieurs fois. Et à chaque fois, on s'aperçoit que dans ces populations-là, il y a beaucoup plus de copies par génome du gène qui permet de faire de l'amylase dans la salive. C'est-à-dire qui permet, dès l'étape salivaire, d'attaquer l'amidon. L'amidon, c'est très compact. Et donc, si vous ne commencez pas à l'attaquer tout de suite, il va moins être débobiné par l'acidité estomacale, et 2, il risque de ressortir avant que tout le grain d'amidon ait été grignoté par les enzymes. Donc, on a sélectionné le trait culturel de semer des céréales, a sélectionné une redondance de l'amylase. Et de même, dans nos populations, le fait d'avoir du lait a sélectionné le fait que les adultes peuvent digérer le lait, ce qui, chez les mammifères, est une monstruosité totale et qui n'existe pas chez les Amérindiens ou chez les Chinois ou chez les Japonais. Parce qu'eux, ils n'ont pas de lait. Donc, vous voyez que l'évolution culturelle, c'est une épigénétique forte qui est de nature à rétroagir sur l'évolution biologique. Et ça, c'est la grande absence des discours sur l'épigénétique qui se contentent de nous raconter 3-4 histoires de plantes qui finissent par acquérir l'aptitude à fleurir hors saison, ou de gens qui deviennent obèses alors qu'ils ne devraient pas être obèses. C'est une adaptation momentanée. C'est fugace. C'est fugace. Alors, comme c'est une adaptation, la capacité à faire de l'épigénétique est bien sûr sous sélection, c'est clair. Et donc nous avons tous, plantes, animaux, nous avons des moyens de faire de l'épigénétique. Mais ce n'est pas le résultat de ces marques elles-mêmes qui change vraiment l'évolution. En revanche, la culture est une épigénétique. Alors, je ne voudrais pas la réduire à ça, mais c'est dommage de ne pas parler d'évolution culturelle quand on parle d'évolution, et ça, c'est ce que ne font pas assez mes collègues qui parlent d'évolution, je pense. Alors, vous remarquez que nous, on est des pros de l'incorporation de gènes venus de l'extérieur, puisque quand on fait un bébé, il reçoit des gènes venus d'autres organismes. Donc, on est très fort là-dessus, mais c'est très stéréotypé la façon dont on fait. C'est à partir des parents.
Maintenant, effectivement, on peut récupérer de l'ADN à l'extérieur, c'est tout à fait exact. C'est les bactéries, au sens large, hein, eubactéries et archébactéries. Les bactéries sont vraiment les rois pour ça, mais les unicellulaires en général le font facilement parce qu'ils sont en contact de l'extérieur. Les multicellulaires, c'est plus difficile, parce que les cellules qui auront des descendants, elles sont souvent cachées dans l'organisme. C'est-à-dire à la fois très loin des endroits où il y a des bactéries, comme le tube digestif, et loin de l'extérieur. Donc les arrivées d'ADN dans les cellules génitales, puisque c'est de ça dont on parle, sont rares. Néanmoins, les virus, eux, se font une spécialité d'introduire du matériel génétique dans les cellules. Le leur, ou d'ailleurs, parce que les virus sont produits en très grande quantité, et il n'y a pas de contrôle qualité. Donc des fois, une particule virale, il joue la quantité. Vous voyez, c'est une des deux stratégies. Vous pouvez jouer la qualité, un petit nombre d'individus de descendants de qualité qui vont survivre, ou un grand nombre de descendants de mauvaise qualité, mais ça vous fera autant de descendants à la fin. Donc eux, il n'y a pas de contrôle qualité. Donc, des fois, ils empaquettent un morceau d'ADN qui n'est pas du tout l'ADN du virus. Bon. Et dans ces cas-là, quand ils vont dans une cellule, ce qu'ils injectent, c'est non pas un ADN viral, mais un ADN venu de la cellule dont ils sont partis. Donc, les virus peuvent intégrer dans le génome soit des copies d'eux-mêmes qui ne vont pas faire de maladie, qui vont rester dans le génome, ça arrive. 10% de notre génome, par exemple, humain, c'est des virus du groupe HERVK. Bon, ben, c'est une infection virale qui a eu lieu il y a 80 millions d'années chez un de nos ancêtres, et il n'en est pas mort, mais le virus s'est multiplié dans le génome. Bon, donc, ils peuvent s'intégrer eux-mêmes, et HERVK, ensuite, peut prendre des rôles. Par exemple, je vous parlais de l'amylase salivaire. Le fait que l'amylase salivaire, que le gène s'exprime uniquement dans les glandes salivaires, c'est parce qu'il y a un petit bout d'ADN régulateur en amont. Figurez-vous que c'est un petit bout de virus HERVK qui, dans l'évolution, a servi à faire un signal pour que ça se déclenche uniquement dans la... Donc c'est une hyper spécialisation. Alors c'est un morceau de virus hyper spécialisé, mais il a été récupéré, donc vous voyez, ça fait des fonctions. Ça, c'est quand l'ADN viral s'inscrit dans le génome, il peut éventuellement ensuite servir à quelque chose, et puis des fois ils amènent autre chose. Alors des fois ils amènent autre chose, et c'est un gène qui provoque un cancer, c'est une des origines des cancers. Des fois ils amènent un autre virus, un autre gène qui aura une autre fonction. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez raison. Nous, il nous arrive quand même de récolter à basse fréquence des gènes venus d'ailleurs, et les virus, pour nous, parce qu'on n'est pas en contact avec l'ADN extérieur, en tout cas nos cellules reproductives ne sont pas en contact avec l'ADN extérieur, pour nous les virus sont une des portes d'entrée majeures. Et s'il vous plaît, quelles sont les relations entre les virus et les bactéries dans notre corps ? Alors en fait, pour être très succinct, on ne sait pas. Ça, dans notre microbiote, il y a des virus, sans doute en plus grand nombre que les bactéries, mais on ne sait pas ce qu'ils font. On en est au niveau du rôle des virus qui nous habitent, en termes de connaissances, là où on en était dans les années 70, à propos des bactéries qui nous habitent, on a 2-3 histoires marrantes à raconter, et on pense encore qu'à part 2-3 histoires marrantes, il ne se passe rien. Quand vous regardez ce qui se passe avec les bactéries dans notre corps, vu de maintenant, c'est toute l'histoire de notre santé. Donc il est fort à parier qu'il y a là un des grands territoires inconnus de nous-mêmes et du monde microbien. Excusez-moi, vous venez de dire que les cancers sont d'origine virale ? Que certains cancers sont dus à l'introduction par les virus d'un gène qui va commencer à faire des conneries. Mais ce n'est pas tous les cancers. Il y a des cancers qui sont liés à des mutations qui se produisent à l'intérieur de gènes existants. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'un certain nombre de cancers, comme le cancer du sein ou les cancers du tube digestif, peuvent être... Enfin, on peut dire que quelqu'un a un risque. Ça a conduit Angelina Jolie à se faire enlever l'intérieur des deux seins, parce qu'elle était dans une famille où là, les 2 copies du gène étaient buggées. Il y a certaines copies de gènes qui favorisent des mutations, enfin, qui sont plus probablement capables de mutations qui provoquent des cancers. Donc ça, c'est les populations qu'on soumet à des dépistages plus réguliers, voire auxquelles on recommande, après l'âge de l'enfantement, des ablations du sein. Donc le virus, c'est plutôt anecdotique, on va dire, dans les cancers humains. À propos de la qualité et de la quantité, traditionnellement, on avait tendance à dire dans les campagnes que quand il y avait des grosses glandées, c'est-à-dire quand les chênes produisaient beaucoup de glands, l'hiver allait être rigoureux. Comme si l'arbre avait tendance à comprendre les signes avant-coureurs et à anticiper et à produire une forme d'intelligence de l'arbre qui peut être intéressante à observer. C'était des phénomènes relativement rares. Certaines années, il y avait des grosses glandées. Là, depuis les dernières années où on vit les effets du réchauffement climatique de différentes manières,
avec les forestiers, quand on discute, il y a énormément de glands qui sont produits sur les chênes, et énormément de glands qui tombent. L'année dernière, sur les arbres fruitiers, enfin sur certaines espèces, pas d'arbres fruitiers forcément, mais notamment des aubépines, des pruneliers, etc., les quantités de fruits étaient invraisemblables dans certaines régions. Et j'ai une question. On est quelques-uns à supposer que ça pourrait être justement une réaction des végétaux pour produire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, chaque branche d'arbre peut avoir un potentiel, comment dire, Un potentiel de le génome n'est pas le même d'une branche à l'autre, pour simplifier chez les arbres. C'est des accumulations de mutations en fait. Voilà, dans chaque branche, on peut avoir une branche qui va faire des fruits comme ça, une branche qui va faire des fruits comme ça, et c'est le même arbre. Et donc on est quelques-uns à s'interroger sur le fait que c'est probablement une réponse des végétaux qui va essayer d'exprimer un maximum de gènes dans sa descendance pour que peut-être au sein de cette descendance soient les sujets susceptibles de résister aux agressions. Les capacités d'anticipation comme ça ne sont pas décrites. Et il y a même une expérience séminale qui est peu enseignée, qui est celle de Luria Edelbruck dans les années 40. Luria Edelbruck, je l'ai fait mettre au programme dans les lycées et dans les classes préparatoires parce que, en gros, il regarde comment les bactéries résistent à des virus qui les attaquent. Il y a des bactéries résistantes et d'autres sensibles. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des cultures de bactéries, ils repiquent les bactéries, ils font plein de générations, puis à un moment, paf, ils mettent le virus sur plein de populations qu'ils ont sous-cultivées. Si jamais la présence du virus entraîne l'apparition de la mutation de résistance, il y aura autant de résistance dans toutes les populations. Si jamais la mutation se fait par hasard, dans certaines populations qui descendent d'une population ancestrale où a eu la mutation, tout le monde sera résistant. Dans d'autres qui descendent d'une population dans laquelle il n'y a pas eu la mutation, il n'y aura personne qui sera résistant. Vous y êtes ? Il y a le cas où la mutation apparaît quand on met le virus en réponse. À ce moment-là, il y en aura autant partout. Ou alors, la mutation apparaît par hasard, donc elle est apparue dans les ancêtres ou pas. Et donc, il y a des groupes complètement résistants, des groupes pas résistants, des groupes partiellement résistants. Vous y êtes ? Ce qu'ils observent, c'est le premier scénario, c'est qu'en fait, c'est le deuxième scénario, c'est qu'il y a des groupes complètement résistants, d'autres pas, et ils établissent très clairement, avec une robustesse statistique, vraiment à l'épreuve des balles, ils établissent que les mutations se font au hasard. En revanche, ce qui est vrai, c'est que plus on fait de descendants, plus on a de chances qu'il se trouve parmi eux une mutation favorable. Et pour terminer sur les gros fruits et les grosses récoltes, il y a deux dynamiques. Il y a les arbres non forestiers comme nos fruitiers qui font d'autant plus de fruits qu'ils ont de carbone. Donc en ce moment, avec des étés chauds et beaucoup de CO2 dans l'air, ça envoie. Voilà, ils le font tous les ans. Sauf quand il fait trop sec, parce que là, c'est antagoniste. Bon. Et il y a les espèces d'arbres qui vivent en peuplement, sinon pur, du moins, fait de peu d'espèces. Et ça, c'est vrai en milieu tempéré comme en milieu tropical. Ces arbres en peuplement peu diversifiés font du mass fruiting, de la fructification en masse. C'est-à-dire que certaines années, aléatoirement, tout le monde fait beaucoup de fruits. Les autres années, pas du tout. Et ça, si vous y réfléchissez, c'est une adaptation pathogène. Parce que si vous êtes très nombreux à faire les mêmes fruits, vous allez sélectionner les pathogènes qui bouffent les fruits, les graines ou les germinations. Si vous faites aléatoirement, certaines années et pas d'autres, des fruits et des graines, les pathogènes, ils sont morts entre deux. Et en plus, comme c'est irrégulier, ils ne peuvent même pas émerger d'adaptation dans le genre une pause de développement de l'insecte de 3 ans. Et donc, c'est une adaptation pour les espèces vivant en grand peuplement. La fructification en masse, c'est une adaptation à l'élimination des pathogènes, auxquels les pathogènes s'adaptent en ayant des diaposes. C'est-à-dire qu'en fait, les descendants, ils ont des durées d'arrêt dans le sol variables et il en sort tous les ans. Donc c'est une course-poursuite qui ne sont pas complètement gagnées, mais qui élimine le tout venant quand même dans les emmerdeurs de graines ou de germination. Mais comment est-ce que les arbres communiquent entre eux pour tous fructifier en même temps ? C'est un mystère total, parce qu'effectivement, ça ne marche ça que si tout le peuplement fait des graines la même année. On ne sait pas comment ça marche, on pense qu'il y a un déterminisme un peu complexe à partir des conditions environnementales, trop complexe pour être facilement acquis par les insectes ou les champignons parasites, de leur côté, mais on pense que c'est un déterminisme externe. Pour l'instant, on n'a pas de preuve d'une communication entre les arbres à ce sujet. Et c'est une question pour moi encore ouverte. On va oui. encore une fois. Pas vous.